demander quelles seront vos attentes sur cette formation. Et puis me dire si on y a répondu enfin et si vous avez besoin de compléments d'information. Donc, je vous laisse juste 10 secondes pour écrire sur le papier peut-être ce sur quoi vous êtes peut-être confortable ou non confortable, de manière à pouvoir interagir par moment. Et puis sinon, dire ce que vous attendez de ce moment aujourd'hui. Donc, je laisse juste voilà, le temps de le marquer sur un papier ou sur une note. Et effectivement, si vous voulez le mettre dans le fil de discussion, allez-y, comme ça je verrai par moment si je peux répondre à des interrogations que vous avez à l'instant et sur les attentes d'aujourd'hui. OK, donc vous avez tous en tête ce que vous attendez et quelles sont vos zones, très bien, ça on va y répondre. OK. Hem, donc on va voir, quel est l'accompagnement par réseau entreprendre et vous verrez peut-être des spécificités de Occitanie-Méditerranée. Quels sont les objectifs et les missions pour le chargé d'études? Comment se structure et s'organise l'étude de projet, chez Réseau Entreprendre? Quels en sont les outils pour vous aider? Donc les ateliers, on va pas les réaliser, mais je vous donnerai la synthèse de l'aide des productions auparavant. Et puis la place aux questions que vous aurez au cours et à la fin. Donc tout le monde, je ne sais pas si vous avez tous en tête ce qu'est le parcours d'accompagnement chez Réseau Entreprendre. Donc vous avez une phase d'accueil, d'accompagnement jusqu'au comité d'engagement et ensuite d'accompagnement post-comité d'engagement. Donc on le synthétise en 2 phases, la phase amont et la phase aval. Donc aujourd'hui, on va on va détailler la phase amont et vous donner les outils. La phase aval, c'est une autre formation. Pour autant, il y a des choses qui se retrouvent sur la posture de toute manière sur les 2 phases, sur la posture de l'accompagnateur de façon générale. Peut-être un mot quand même sur la façon dont les candidats sont intégrés chez Réseau Entreprendre Occitanie-Méditerranée. Par, si tu veux, Amandine, dire comment vous intégrez les candidats, puisque dans la procédure logique, enfin de standard de Réseau Entreprendre et avec certaines différenciations d'associations, comme je vous l'ai dit, le rendez-vous, le premier contact avec les candidats se fait en association par une personne de l'équipe, ce qui peut être différent et Amandine va vous expliquer comment c'est réalisé, en Méditerranée, de façon à ce que vous sachiez à quel moment aussi vous pouvez être mobilisés. Donc nous, pour le rendez-vous de découverte réciproque, nous appelons ça le comité de sélection, où on fait un comité exactement comme le comité d'engagement, où le porteur se présente et à la fin, on fait un vote pour les membres qui décident si oui ou non on va dans l'étude de projet pour ensuite le présenter au comité d'engagement. Voilà, du coup, nous, ce n'est pas seulement les salariés de Réseau Entreprendre qui vont décider si oui ou non on fait une étude de projet, c'est vraiment vous qui êtes impliqués dans cette phase. Merci Amandine. Donc vous voyez que cet accompagnement, il est sur des durées qui sont variables. L'accompagnement amont, c'est en général une phase qui est de 2 à 5 mois, avec encore une fois des variations selon les territoires, les associations. C'est pour donner un petit peu le cadre de votre accompagnement. Vous aurez à accompagner, suivre le projet jusqu'au comité d'engagement. Ça va être selon, on va le voir au fil de la formation, ça va être au regard de la réactivité aussi du candidat, de l'état d'avancement du projet. Donc en fait, c'est une moyenne et chaque projet peut avoir des particularités, mais la moyenne, c'est de 2 à 5 mois sur l'amont, avant le comité d'engagement, et après l'accompagnement aval, c'est l'accompagnement tel qu'on le connaît sur 2 ans standard.
On sait que cet accompagnement Réseau Entreprendre peut déboucher sur 3 façons d'accompagner, sur 3 dimensions de projet. Le projet START, qui est ici présenté, ce sont en fait des projets de création, de reprise d'entreprise. Donc c'est vraiment dans vraiment les premières années, soit de création, soit de reprise, alors en général, 1 ou 2 premières années, ou juste avant la création ou la reprise. C'est important parce que souvent l'accompagnement est très, très demandé et très important à ce moment-là. Et sinon, Réseau Entreprendre accompagne aussi des projets avec des dimensions différentes qui répondent à ces problématiques par le programme Booster et Ambition. Heu et dans le détail, en fait, si vous êtes sur un programme Start, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment du démarrage. Booster, c'est vraiment ce qui se présente après la phase de Start. Alors, Booster, c'est un programme qui peut être proposé à des entreprises qui ont déjà été lauréates ou pas dans l'association, mais qui vont répondre à un pic de croissance, un franchissement d'un cap pour l'entreprise sur lequel il va avoir besoin d'être accompagné. Et sur ces 2 programmes Start et Booster, il y a un accompagnement financier qui peut être plus important sur Booster par rapport à Start parce que l'entreprise est déjà implantée. Ce sont des entreprises qui ont au moins 2 bilans d'activité positifs, qui peuvent être accompagnés par Réseau Entreprendre. Et l'idée, c'est de les aider à se structurer sur l'organisation de leur entreprise. Donc l'accompagnement sur le Start, c'est 1 ou 2 personnes. Sur Booster, c'est plutôt 2 ou 3 personnes. Et enfin, le programme Ambition qui, lui, n'a pas vocation à accompagner financièrement l'entreprise, mais j'aime bien l'image de dire que c'est l'accompagner à passer d'homme orchestre à chef d'orchestre. Hein, c'est de dire comment lui donner un peu de visibilité et l'accompagner à structurer son entreprise qui a une forte croissance, hein. Ce sont souvent des entreprises qui vont dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont un objectif de croissance de doubler de cette activité sur 3-4 ans. Donc là, on va les accompagner sur la posture, sur la façon d'organiser en interne un comité, de gouvernance. Et donc, comme je le rappelle, il n'y a pas d'accompagnement financier. Qu'est-ce qu'on accompagne chez Réseau Entreprendre? En fait, c'est les entreprises qui vont créer de l'emploi. Donc il faut vérifier, et ça l'association va le faire au démarrage, au travers de son comité de sélection. Pour autant, c'est des questions qu'il va falloir revoir en cours de parcours puisque l'accompagnement Réseau Entreprendre révèle souvent des aspects qui font évoluer le projet. Donc en plus ou en moins, d'ailleurs d'activité. Mais si l'activité diminue au cours de l'activité projetée diminue au cours d'accompagnement, il se peut qu'à un moment donné, le projet soit un peu hors critère et là, vous reviendrez vers l'association pour le spécifier, donc Amandine, Gilles, l'équipe. Ce qui va être important aussi à qualifier, c'est quel est le besoin d'accompagnement de la personne qui vient nous voir. Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a un besoin de financement, hein, systématiquement. Mais pour autant, vraiment la particularité, l'aspect différenciant de Réseau Entreprendre, c'est d'accompagner la personne. Donc c'est quel va être ce vrai besoin d'accompagnement? Parce que, vous voyez, vous l'avez vu sur la flèche, l'accompagnement post-comité d'engagement dure 2 ans, en rendez-vous individuel, en rendez-vous collectif. Le détail pourra être revu après. Mais ça demande un engagement, une implication de la part du candidat futur lauréat, donc en tant que lauréat de s'engager. Donc c'est un petit peu ça aussi qu'on va questionner sur cette phase amont, c'est quel est l'engagement que va être prêt à donner le lauréat sur son accompagnement. Petite parenthèse, j'en profite pour rappeler quels sont les fondamentaux Réseau Entreprendre dans les valeurs. Donc on parle d'accompagnement de la personne, c'est l'important, la gratuité, la bienveillance, la solidarité aussi. Et en fait, dans tout ça, ce qu'on attend de nos candidats et lauréats, c'est qu'ils deviennent à leur tour membres Réseau Entreprendre et qu'à leur tour, ils accompagnent. Donc cette personne, il faudra aussi voir, challenger un petit peu leur motivation et leur envie de rentrer dans cet état d'esprit et de se dire: «Je vais à mon tour après plus tard accompagner».
Donc ça, ce besoin d'accompagnement, on va le questionner au travers de certains outils. Et puis, déceler le besoin de financement réel du projet, qui peut être des fois sous-évalué, et ça, on va en reparler. Il y a des critères quand même qui sont à vérifier. Ça, ce sera fait en amont par l'équipe, mais n'empêche qu'encore une fois, ça peut évoluer au cours de l'accompagnement amont. Le besoin de financement, il doit correspondre aux ambitions du projet. Il doit être suffisamment important pour être en adéquation avec les prévisionnels d'emploi créés. Donc ça aussi, on va en parler. Et important, le porteur de projet doit être, alors on dit majoritaire au capital, en fait, c'est surtout décisionnaire dans son entreprise. Ça aussi, c'est à vérifier parce que là, tout l'accompagnement Réseau Entreprendre repose sur la capacité du lauréat à pouvoir utiliser toutes les bons conseils, les bonnes idées, et en tout cas les bons échanges qu'il va avoir avec Réseau Entreprendre pour pouvoir à un moment donné peut-être revoir sa stratégie et décider de modifications de stratégie dans son entreprise. Donc ça, il peut le faire s'il est décisionnaire dans son entreprise. Donc ça paraît évident, mais c'est important aussi de le rappeler. Donc là, le principe d'être à proximité géographique de l'association, oui, c'est pour pouvoir suivre l'accompagnement dont il va bénéficier. Et à la marge, on peut avoir des porteurs de projets qui sont un peu loin, et il faut vraiment le questionner dès le démarrage sur la façon dont ils vont pouvoir quand même se mobiliser sur l'accompagnement. Et puis la notion d'avoir moins de 2 ans d'existence pour le parcours START. Alors, au-delà de l'intérêt d'être accompagné durant cette période-là, en tant que chef d'entreprise, c'est aussi un point technique et financier qui est sur l'octroi de prêts d'honneur, puisque la garantie BPI, tous les prêts qui sont octroyés aux lauréats ont un support de garantie par la BPI, et cette garantie est activée pour les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence au moment du versement du prêt. Donc ça, c'est aussi important à questionner, à avoir en tête pour éviter des soucis ensuite d'usage éventuel de la garantie. Les 4 objectifs de l'accompagnement amont. Donc, ils sont divers. Le premier pour les candidats, qu'ils deviennent lauréats ou pas d'ailleurs, c'est de faire grandir l'homme avec un grand H et son projet. Donc, encore une fois, qu'il soit lauréat ou qu'il ne soit pas lauréat, finalement, ce qui va importer, c'est d'avoir une plus-value dans l'accompagnement qu'on va lui proposer, et qu'il reparte, lauréat ou non lauréat, avec une vraie progression dans son projet. C'est le questionner. Alors, on parle aussi de valeur de bienveillance chez Réseau Entreprendre. La bienveillance, ça peut aussi être de dire à un moment donné, le projet semble extrêmement risqué ou finalement peu viable, et c'est de votre voilà, en votre âme et conscience, c'est aussi de vous autoriser à le dire et à mettre le doigt en tout cas sur les aspects qui vont permettre au candidat vraiment d'aller jusqu'au bout de son questionnement et de se dire bah, peut-être qu'en fait, il ne faudrait pas que j'y aille. Donc on parle de bienveillance, c'est aussi à ce niveau-là qu'on la retrouve. Pour les candidats aussi, de suivre l'accompagnement amont Réseau Entreprendre, c'est d'avoir accès à des outils qui sont structurants. On va parler du modèle Canvas, on va parler du PASS, on va parler de tableau de bord, de plan de financement et de plan de trésorerie. Donc ça, ce sont des outils qui sont quand même incontournables pour pour bien structurer son projet, le projeter dans le futur, qu'il va falloir aussi apporter et en tout cas questionner à un moment par moment du parcours amont. Donc c'est une sorte de formation, hein, pertinente pour son projet, et donc c'est la préparation aussi à son futur accompagnement, puisque cette phase d'accompagnement amont va permettre aussi de mettre le doigt sur certains aspects qui, de toute façon, on va retrouver assez logiquement sur la suite de son parcours. Et des éléments qui vont permettre aussi d'aiguiller sur l'accompagnement post-comité d'engagement, qu'il devra être, et sur quoi il devra appuyer pour accompagner au mieux ces porteurs de projets. Donc découvrir, étudier, valider, professionnaliser, c'est pour le candidat l'objectif numéro 1. Pour vous, les chargés d'études, du coup, c'est
accroître la pertinence de votre rapport, c'est par le fait pour vous, c'est de vous permettre d'homogénéiser les pratiques de réseau entreprendre, de savoir quels outils sont utilisés, que vous pouvez utiliser, et encore une fois, même si à la marge, il peut y avoir quelques différences sur le territoire. Donc, c'est vous faire faciliter votre travail et vous faire gagner du temps, et que vous puissiez préparer rapidement la note de synthèse pour le comité d'engagement. Donc ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour le comité d'engagement, toute cette phase amont va permettre d'aller à l'essentiel pour présenter en comité un projet et que vous puissiez, vous, en tant que chargé d'études, intervenir et laisser la place vraiment à des questions qui devront approfondir les questions donc, du comité d'engagement, en écartant d'autres sujets sur lesquels, voilà, en tant que chargé d'études, on vous fera confiance sur la façon dont vous avez mené l'étude. Et ça va permettre d'éclairer le comité d'engagement précisément. Et puis pour l'association, c'est aussi une façon d'avoir des candidats qui soient préparés aussi de façon à peu près homogène, hein, qu'ils aient tous la même structuration d'accompagnement et qu'il y ait un accompagnement qui puisse démarrer tout de suite après le comité d'engagement, parce qu'on aura utilisé tout ce qui aura été vu en amont pour s'appuyer sur l'accompagnement aval, comme je le disais tout à l'heure. Donc, votre rôle de chargé d'études, on l'a vu, c'est accompagner à faire grandir le candidat. C'est de le challenger sur les points clés de son business plan, entre autres. Quand on parle de constituer une équipe projet pour accompagner le candidat, on reprend la flèche d'accompagnement qu'on a vue au démarrage. Alors, peut-être juste la reprendre pour voir les étapes, puisqu'on en parle là. C'est en fait, vous avez dans l'étude de projet, après que le candidat soit intégré et que vous ayez été nommé chargé d'études, vous avez des rendez-vous avec des chefs d'entreprise, vous voyez, qui sont inclus sur ce parcours. Ces rendez-vous avec ces chefs d'entreprise, ce sont des rendez-vous que vous allez pouvoir solliciter auprès de l'équipe opérationnelle Réseau Entreprendre Méditerranée. Parce que dans votre accompagnement, vous allez déceler des points qui vous semblent importants d'approfondir. Vous êtes chacun, alors spécialiste de certains sujets peut-être, avec un regard 360 pour d'autres aussi. Et pour autant, il y aura peut-être des sujets où vous trouverez intéressant de confronter votre vue et votre approche et celle du candidat avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si je prends un exemple, vous êtes un super financier, la partie commerciale qui est présentée par le candidat vous semble pertinente, mais avec des petits points qui vous semblent pas forcément très clairs ou qui auraient besoin d'être un peu challengés, vous allez dire à l'équipe opérationnelle, voilà, moi sur ce projet, avec ce candidat, j'aimerais solliciter un rendez-vous avec une personne qui a un profil commercial, qui puisse questionner précisément ces aspects-là. Donc, c'est valable pour tous les aspects du projet. Ça veut dire que quand on parle de constituer une équipe projet, c'est de dire que vous n'êtes pas seul en fait à accompagner le candidat. Vous allez être le fil conducteur jusqu'au comité d'engagement. Vous allez être le fil rouge. C'est vous qui allez vraiment accompagner le candidat à évoluer. Et pour autant, vous allez pouvoir vous appuyer sur d'autres personnes de l'association qui vont vous appuyer sur le questionnement du projet. Et puis, vous avez l'équipe opérationnelle, évidemment, qui est à disposition, sur laquelle vous pouvez vous appuyer et que vous pouvez réinterroger tout au long de votre accompagnement amont pour répondre à vos interrogations et aux outils qui peuvent être disponibles. Et donc voilà, faites partie intégrante d'une équipe, vous n'êtes pas seul. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Votre mission, c'est de donner du rythme à l'accompagnement. Pourquoi? Parce que l'accompagnement, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps non plus. Il faut qu'il y ait du sens. Alors, s'il dure longtemps, c'est peut-être parce que c'est justifié. Peut-être qu'il y a des moments où, en soulevant certains sujets, vous allez vous rendre compte qu'il y a des thématiques qu'il faut développer et qui demandent d'avoir une réflexion un petit peu plus importante en temporalité du côté candidat. Donc ça, vous en aurez connaissance, vous allez le déterminer avec lui. Je pense que ce qui est important à retenir sur cette étape de donner du rythme, c'est que
il faut aussi que le candidat soit, vous sentez qu'il soit demandeur. Il faut caler les rendez-vous d'une fois sur l'autre, voir si il est, euh, il est réactif à ses rendez-vous, s'il n'y a pas trop de report de ses rendez-vous, s'il se rend disponible pour ses rendez-vous. C'est aussi ce qui va prédéfinir donner des indications sur la suite de l'accompagnement, à savoir est-ce que ce candidat va être présent dans son accompagnement, est-ce qu'il va être assidu. Donc, si déjà vous avez des petites alertes qui vous disent, bah, non, finalement, le candidat, on s'est donné fixé sur les 4 rendez-vous qu'on s'est fixés, il en a décalé 2 sur des raisons qui ne me semblent pas super efficaces, ou il ne m'a pas rappelé, j'ai dû le courir après. Ça va donner des indications sur son engagement finalement à l'accompagnement. Donc c'est vous qui allez déceler cette particularité. Et là, on n'est pas sur des choses techniques ou voilà, c'est pas du financier, c'est plus la posture de la personne qui va vous aiguiller sur la suite. Et puis, votre mission, ça va être de rédiger la dosynthèse. Je ne sais pas si vous le faites, vous, Amandine, en Occitanie-Méditerranée. Est-ce que vous faites cette note de synthèse? Alors, je ne sais pas si Emmanuel le fait pas justement avec les chargés d'études Ok. peu de temps avant le comité d'engagement. Donc, en fait, cette note de synthèse, elle permet vraiment comme son nom l'indique, hein, je vais paraphraser, de synthétiser cette phase amont d'accompagnement. Elle va reprendre les étapes clés, donc combien de fois vous avez vu le candidat, quels rendez-vous amont, donc quels rendez-vous avec d'autres membres ont été positionnés sur quelle thématique, et puis avec voilà, les retours de ces rendez-vous, est-ce que c'était positif, est-ce que c'était négatif. Précision dans cette étape-là, il se peut que vous ayez des projets des candidats qui aient des rendez-vous de validation, enfin des rendez-vous réseau qui amènent à stopper l'accompagnement parce qu'il aurait été décelé que la personne ou le projet comporte de telles, voilà, ce n'est pas en adéquation avec l'accompagnement raison d'entreprendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner tout projet à tout prix, on ne va pas accompagner toute personne à tout prix. Donc ça veut dire que si il y a 2 retours négatifs de ces rendez-vous, l'accompagnement se termine. Il ne faut pas dramatiser, c'est un moyen aussi de mettre le doigt sur certains sujets par expérience, enfin, par retour d'expérience. Nous, on a pu arrêter, quand j'étais directrice, j'ai pu arrêter des accompagnements parce que le projet était vraiment très fragile, avec des engagements financiers qui étaient très, très importants et qui auraient abouti, enfin, très visiblement à voilà, il y avait des coûts d'achat qui étaient bien surévalués, enfin, qui était sous-évalué par rapport à la réalité, qui était trop important. Et en mettant le doigt là-dessus avec le candidat, il s'est dit non, non, bah, finalement, merci de cet éclairage, on ne va pas y aller et on a stoppé l'accompagnement. Où ça a été aussi le chargé d'études qui s'est dit à un moment donné, écoute, voilà, Coralie, je t'appelle, j'ai mon candidat, je ne sais pas, je ne le sens pas, il y a fait 2 rendez-vous que je fais où finalement il n'est pas réactif à ce qu'on s'est dit. Où il devait travailler sur certains sujets, il revient, finalement il n'a pas avancé, je ne sais pas, je sais pas quoi faire. On a organisé des rendez-vous avec d'autres membres et il s'est avéré qu'en questionnant, en proposant des rendez-vous avec des personnes qui étaient un peu sur le volet humain, en tout cas de questionnement de posture, bah, il s'avérait que la personne n'était pas là, pas forcément pour les bonnes raisons, ou n'était pas complètement sur son projet. Donc, on a décidé de stopper l'accompagnement. Donc ça peut arriver en cours de parcours. Il faut l'avoir en tête et c'est presque logique que tous les ans, on ait certains abandons, enfin en tout cas certains arrêts de ces accompagnements. Donc, et cette note de synthèse va aussi reprendre des choses qui sont normalement non discutées en comité d'engagement. C'est le montant du prêt d'honneur, voilà, c'est le montant du prêt d'honneur et la répartition entre, s'il y a des associés, quelle est la répartition entre les associés. Et puis sur cette note de synthèse, vous allez pouvoir indiquer, vous, votre regard sur cet accompagnement qui va être de l'ordre, non pas du je crois dans le projet ou j'y crois pas, mais plutôt dans l'accompagnement s'est déroulé de manière fluide. Le candidat a été très à l'écoute, a vraiment s'est re-questionné sur des sujets, ou alors inversement, vous pouvez aussi dire que bah,
Entre les rendez-vous, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé, que les rendez-vous étaient d'une qualité que vous auriez attendu un peu meilleure. Voilà, c'est pas vous qui allez dire le projet s'arrête oui ou non à ce moment-là, mais ça va donner des indications quand même à l'équipe et au comité d'engagement pour questionner sur ces points-là lors du comité. Une petite question, je vous laisse une petite minute. Normalement, on le fait un atelier, mais là, on va pas pouvoir le faire. Donc, je vous laisse une petite minute pour vous questionner sur, à votre sens, de votre point de vue, quel est le rôle du chargé d'études? Qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il ne fait pas, ce qui est de son ressort à lui et ce qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qu'il est dans son rôle et dans sa posture et qu'est-ce qu'il n'est pas dans son rôle et dans sa posture? Donc là, je vous laisse une minute pour réfléchir à ça. Et après, n'hésitez pas à intervenir, même oralement. Hein. Pour dire ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Allez-y. OK. Faire et ne surtout pas faire à sa place. Un guide et pas d'ingérence dans le projet. OK. Allez-y, hein, comme ça, c'est un peu moins descendant et je me sens pas toute seule. Il ne s'agit effectivement pas d'assistanat. Y a-t-il une différence significative par rapport à un accompagnement en incubation? Oui. Oui, on va le détailler, effectivement. OK, challenge, évalue et réalise un feedback objectif. OK. Bon, ça fait, je vais pas voilà, ça fait 1 minute, on va avancer. Je vous propose ce qui a été, défini de façon globale par rapport à tous les retours qui sont faits. Le chargé d'études, alors déjà, il est pas responsable de la réussite ou de l'échec, du comité d'engagement. Donc ça veut dire que, alors j'ai l'impression qu'il manque un élément, voilà. Il manque une diapo, excusez-moi. Effectivement qu'il manque la partie, on va le voir, de toute façon ici. Si on reprend, ce moment-là, alors effectivement, globalement, le chargé d'études, professionnel, il n'est pas, il ne devient pas un ami, un copain ou trop proche du candidat parce que, il faut qu'il reste très objectif. Il faut qu'il reste, très, en regard et pour répondre à la question qui a été posée, par rapport à un accompagnement d'incubation, en fait, la nuance, importante à comprendre, c'est que, autant vous pouvez être des professionnels dans votre domaine et avoir un regard, éclairant, autant vous ne pouvez pas apporter de réponses trop techniques. Pourquoi? Parce que, si à un moment donné vous dites: «Ah bah non, tiens ton projet tu as mis, tant de financement, je te conseille de pas faire comme ça, de le faire, autrement, enfin de le faire, comme je le pense». Il peut vous être reproché ensuite d'avoir donné une indication, beh, finalement qui n'était, pas la meilleure pour, ce projet. Donc votre rôle à vous, il est vraiment d'être en posture de coach, de miroir. J'aime bien cette notion de miroir.
ou de mur de rebond. C'est-à-dire que quand vous posez une question à votre candidat, il faudra qu'il ait une réponse qui soit la sienne, qui ne soit pas celle qui vous convienne à vous, mais qui lui permette à lui de se questionner par rapport à sa posture et à son projet sur une thématique, la thématique qui est abordée. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de l'aiguiller, de l'accompagner, de lui poser des questions. Et ce que vous ne devez pas faire, effectivement, c'est pas votre mission, c'est vous ne remplissez pas le pass. Vous n'allez pas au rendez-vous avec le banquier avec lui. Vous pouvez considérer en fait cet accompagnement comme on peut faire un parallèle simpliste, et je ne suis pas psychologue du tout, mais un petit peu vous accompagner la croissance de vos enfants, enfin en tout cas l'évolution de vos enfants. À un moment donné, vous essayez de les rendre autonomes. Donc l'idée, c'est ça, c'est de questionner les projets, les porteurs de projets sur la façon dont ils vont faire les choses, mais de façon à les rendre complètement autonomes et pas dépendants de vous, de vos idées, et de vos conseils. Qui viennent vous voir pour vous, dans cet accompagnement-là, pour vous demander voilà, sur certains aspects ce qu'il faudrait qu'il fasse. En fait, c'est pas vous qui allez dire ce qu'il faut faire, c'est par rapport à son projet, comment lui voit les choses et et quelles sont les ressources qu'il va pouvoir mobiliser pour faire avancer son projet. De fait, par rapport à tout ça, vous n'êtes pas responsable de la réussite ou de l'échec du comité d'engagement. C'est-à-dire que si votre candidat n'est pas validé en tant que lauréat, ce n'est pas votre responsabilité. Vous avez mis en œuvre toutes les cartes de l'accompagnement amont nécessaires. Le comité d'engagement est là pour effectivement valider ou pas l'accompagnement. Et ce n'est pas parce qu'il ne va pas passer que ce sera de votre responsabilité. Je pense que c'est important à souligner parce que souvent, un chargé d'études qui accompagne un candidat pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, s'attache forcément à la personne un petit peu, s'attache un peu au projet et de se dire, bah, tiens, le projet que j'ai accompagné n'est pas passé, je suis déçu, est-ce que j'ai fait quelque chose voilà, est-ce que j'ai pas vu quelque chose, est-ce que j'aurais dû appuyer sur autre chose? À partir du moment où vous êtes dans ce rôle de questionnement, d'apporter le regard et les outils au candidat, vous ne pouvez pas le faire à sa place, donc ce ne sera pas vous qui allez présenter le projet, ce sera bien votre candidat, le candidat, et ce sera bien finalement la qualité de sa présentation et de son projet qui fera qu'il sera élu ou pas lauréat. Le prévisionnel financier du candidat, bah, c'est pas à vous de le faire, vous n'en êtes pas responsable, vous pouvez ne pas être d'accord avec, et c'est charge à lui de poser ses choix. Donc vous, en tant que chargé d'études, à un moment donné, vous allez peut-être être confronté à des prévisionnels financiers qui vous semblent peu cohérents ou sur lesquels vous diriez: «Bah, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça». C'est peut-être de le questionner sur le cours, pourquoi en tant que, voilà, sur ton projet, tu es arrivé à ce prévisionnel, comment tu vas répondre, voilà, comment tu vas procéder pour que tes actions de chef d'entreprise et en tout cas des actions d'entreprise amènent et de chiffre d'affaires amènent à réaliser ce prévisionnel. Comment tu vas te structurer? Quelles vont être tes ressources? Et ça, c'est une question que vous allez l'amener à se poser. Mais si à un moment donné, dans ces choix, voilà, il s'avère qu'ils sont pas judicieux, ben vous pouvez pas l'obliger à avoir vos choix. C'est la même chose pour les choix stratégiques, qui peuvent être différents de ce que vous auriez fait. Vous pouvez avoir des questions pendant le comité d'engagement que vous n'aurez pas vues arriver et des difficultés que vous n'aurez pas cernées. Encore une fois, le comité d'engagement est là pour ça. Vous faites partie d'une équipe, alors en amont et après avec le comité d'engagement, d'une équipe de chefs d'entreprise qui vont évaluer certains projets. Et c'est tous ensemble que vous allez valider ou pas ce projet. Donc les questions que certains membres vont voir durant le comité d'engagement, que vous n'aurez pas vues en amont, bah, ce sont des questions supplémentaires qui vont permettre d'interroger davantage le projet, qui vont rajouter à la réflexion du candidat. Donc ça revient effectivement à votre responsabilité. Vous n'êtes pas responsable des choix ou des non-choix des candidats. Bah, ce qu'on attend de vous, pour autant, c'est de suivre le processus d'accompagnement de Réseau Entreprendre, donc tel qu'on le déroule aujourd'hui.
de respecter les engagements pris vis-à-vis de raison d'entreprendre du candidat. Si à un moment donné, dans votre accompagnement, vous savez que vous allez avoir une période très chargée, vous serez moins disponible pour l'accompagnement ou vous avez un pépin, informez le réseau entreprendre et on verra, ils verront comment répondre à ça. Peut-être, ça peut être si avec le lauréat, le candidat, pardon, il y a enfin, ça ne matche pas, ça passe pas, et vous dites bah, la relation qu'on n'a pas réussi à créer ensemble, la relation de confiance qu'on n'a pas réussi à créer ensemble, nous empêche d'avancer correctement, bah, informez votre association et ils vont pouvoir peut-être remobiliser une autre personne que vous pour être chargé d'études. C'est arrivé, ça arrive et c'est pas grave. C'est mieux de le dire. Donc là, c'est voilà, c'est et quand on parle de respecter les engagements vis-à-vis de Réseau Entreprendre, c'est d'être dans le questionnement et d'être dans tous les outils que le lauréat va avoir, le candidat va avoir. C'est de vous assurer qu'en fait, il les utilise et s'il ne les utilise pas, c'est de l'informer l'association. La cohérence entre vos valeurs et celles de Réseau Entreprendre et avec les valeurs du candidat. C'est dans vos rendez-vous, vous allez pouvoir toucher du doigt si le candidat est dans les valeurs réseau qui sont encore une fois la réciprocité, la personne, voilà, ce qui compte c'est la personne. S'il est hors de ces clous-là, il faudra, voilà, il faudra vous faire remonter l'information à l'équipe fédération. Faire réfléchir, communiquer clairement, évoquer les sujets délicats sans a priori avec pertinence et assertivité. Je vous donne l'exemple de projets qui sont accompagnés, deux personnes qui sont, enfin trois personnes qui montent l'entreprise ensemble, le papa, la fille et une tierce personne, et tout de suite, très rapidement, le chargé d'études se rend compte qu'il y a une forte présence du papa, qui sont censés être associés à part égale, et finalement, il y a vraiment un déséquilibre dans la relation. C'est important de le signaler à l'association de façon à pouvoir partager le sujet, pas le porter tout seul, et puis voilà, d'avoir encore une fois, la bienveillance, elle est aussi là, de dire les choses telles qu'elles sont, de façon à pouvoir avoir un accompagnement le plus efficace et serein possible. L'enjeu que vous avez peut-être, c'est d'établir une relation de confiance et d'adopter la posture juste. C'est plus vous arriverez à établir une relation de confiance avec le candidat, plus ce sera fluide et plus il va pouvoir travailler en toute transparence avec vous, évoquer des sujets qui peuvent être délicats. Il faut vous dire que c'est souvent chez Réseau Entreprendre qu'ils vont trouver une écoute qu'ils n'ont pas ailleurs. Parce que c'est désintéressé, c'est dans la charte de Réseau Entreprendre, hein, c'est une gestion désintéressée, donc vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec cette personne que vous accompagnez. Ce qui fait qu'il doit il doit s'autoriser à vous partager beaucoup de choses qu'il ne peut pas forcément partager avec ses proches, avec sa famille, avec son associé, en tout cas avec d'autres personnes qui sont très intégrées sur le projet. Vous êtes à l'extérieur, c'est cet œil extérieur qui va être important de pouvoir leur apporter et les rassurer sur ce point-là, et rappeler que tout ce qui est dit entre vous est confidentiel, que tout ce qui est fait pendant le parcours amont reste confidentiel entre vous, le candidat, l'association, et on reparlera encore du comité d'engagement, mais tout ce qui est échangé et dit durant ces périodes-là reste du confidentiel. Donc ça, si le candidat en a bien conscience et le voit dans votre posture, il sera plus facilement en confiance. Et puis, bah, c'est aussi autoriser le candidat à agir et à penser différemment de vous. Voilà, c'est ce qui peut être des fois difficile quand on est chargé d'études. Si vous vous connaissez un peu, vous saurez vous positionner, à savoir cette échelle. Est-ce que vous êtes plutôt facilitateur, protecteur, expert, compagnon, dans le faire, la proximité, le faire et le recul? La bonne posture, c'est de vraiment se rapprocher du centre.
c'est d'être assez équilibré sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire que vous puissiez apporter votre regard d'expert tout en étant un bon accompagnateur, en essayant d'avoir un regard de protection vis-à-vis du projet et du porteur de projet, mais pas surévalué, et d'être aussi en facilitation sur les questionnements et la mise en relation potentielle que vous pouvez faire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Donc en fait, en résumé, on a mis cette photo qui est un peu rigolote. Charge d'études, en fait, il n'existe pas, mais il pourrait se rapprocher de ça si on voulait le représenter. En fait, il faut avoir un regard à 360, avoir des qualités de contact. Il faut savoir donner et recevoir dans les valeurs raison entreprendre. Et parler vrai, s'il y a vraiment des choses à retenir, je pense que c'est le parler vrai dans la bienveillance, mais c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. Dans tout ça, le candidat, qui est une personne, euh, je vous demanderai de mettre dans le fil de discussion, pour vous, 3 talents entrepreneuriaux qui, pour vous, doivent ressortir d'un candidat. Ça, c'est la pause réveil, hein, pour faire participer. Pour vous, quels sont les 3 talents entrepreneuriaux d'un candidat, à votre avis? Ah, il y a pas mal d'idées, allez-y. Bon, il y a plein de choses. Il y a beaucoup de persévérance, beaucoup de vision, de curiosité, euh, intuitif, folie, ok. Courage, détermination, évidemment, effectivement, il en faut pour se lancer dans l'aventure. Merci pour vos contributions. Donc, effectivement, on voit que il y a beaucoup de qualités, en tout cas de traits de caractère qui sont relevés. La synthèse, hein, si on devait en retenir quelques-uns, le qualité d'un futur lauréat qu'il faut arriver à questionner, c'est sa capacité à être dans tout ce que vous avez apporté dans le fil de discussion. C'est-à-dire qu'il faut arriver à questionner lors de votre accompagnement, est-ce qu'il va être en capacité de prendre des risques? Est-ce qu'il a des capacités de manager? Est-ce qu'il est suffisamment déterminé? Est-ce qu'il est suffisamment persévérant? Et ça, ce sont toutes ces qualités que vous allez pouvoir questionner au fil de vos échanges avec les questions que vous allez pouvoir poser, les réponses qu'il va pouvoir vous donner. Vous pouvez aussi déceler sur des contre-qualités, j'aurais tendance à dire, hein. Quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui est vraiment très, 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 très prudent, ça va être compliqué quand il va falloir prendre des décisions importantes ou des décisions rapides. Ça va être compliqué pour lui de se positionner. Donc, c'est des choses qu'il faudra
effectivement relever et lever. Et effectivement, alors le dernier point que je vois, c'est ouvert aux critiques. Oui, évidemment, je pense qu'un candidat qui n'est pas réceptif aux critiques constructives, ça va être compliqué d'être dans l'accompagnement de cette personne. Donc, on est vraiment dans le questionnement de l'adéquation de la personne sur son projet. Ce qu'il faut, je pense, retenir, c'est que dans votre accompagnement, au-delà, on n'est pas sur un dossier, on est sur un projet. Et au-delà de ce projet, vous avez une personne. Et Raison de prendre accompagne la personne. Donc, c'est cette personne qu'il va falloir aussi évaluer en termes de capacité d'accompagnement et de capacité entrepreneuriale. Et si vous voulez aller plus loin sur ces questions et ces outils, donc j'enverrai à Amandine avec cette présentation qu'elle pourra vous diffuser. Il y a des outils qui existent, qui sont mobilisables dans votre accompagnement pour détecter justement ses capacités, ses talents et ses qualités. On en arrive aux outils que vous allez pouvoir utiliser chez Raison Entreprendre. Wikisy, mon ami, en fait, c'est pour vous informer qu'il y a énormément d'outils qui existent chez Raison Entreprendre. Moi, quand je suis arrivée, c'est ce qui m'a vraiment interpellée, mais dans le bon sens. Beaucoup d'outils sont à disposition pour vous accompagner, à vous, dans votre accompagnement. Donc, tous ces outils, vous n'aurez pas forcément accès de votre côté. Il faudra passer par l'équipe Raison Entreprendre. Et ces outils sont, voilà, il y avait un memento de l'accompagnateur qui est normalement réalisé pour les accompagnateurs aval. Et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi très valable pour l'accompagnement amont, puisque c'est une question de posture et une question de questionnement, la façon de questionner les projets et les personnes. Il y a le PAS de Raison Entreprendre qui est avec le guide du candidat qui est remis au candidat. Amandine, tu m'arrêtes si à un moment donné il y a des choses qui diffèrent. Oui, oui, pas de souci. Le PAS, c'est le fil rouge du candidat. C'est l'outil qu'il pourra utiliser et fortement, très, très, très fortement recommandé, et pour certaines associations obligatoire pour le comité d'engagement. C'est l'outil qui va lui permettre de questionner son projet à 360 degrés et il va être enrichi au fur et à mesure des entretiens que vous aurez eus avec le candidat et qu'il aura avec d'autres membres réseau. Donc, ce PAS est fourni avec un guide qui va accompagner le candidat à renseigner ce PAS. Il y a aussi une grille d'aide au questionnement pour le chargé d'études, donc qui vous sera aussi adressé pour aller un peu plus loin. Là, en 2 heures, on ne peut pas tout faire tenir. Et les outils associés au PAS, notamment concernant le plan de financement et les outils de pilotage futur. Et enfin, la note de comité et donc le guide du chargé d'études qui existe sur notre référentiel Wikisy. Donc, sachez qu'il y a des outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner aussi sur cette démarche. La question qui se pose souvent, c'est est-ce que le PAS, c'est un document qui est long. Est-ce que le PAS doit forcément être renseigné ou pas? La préconisation nationale, chacun après l'adapte sur son territoire, c'est de dire que si le candidat n'a pas encore un projet très formalisé, il faut utiliser le PAS. C'est ce qui va lui permettre de vraiment questionner tous les aspects et le commercial, le RH, le financier, enfin tout ce qu'il a besoin de questionner pour lancer son projet, son entreprise. Donc ça, c'est s'il n'a pas de support initial, il faut vraiment un super guide, et vous avez aussi incrémenté dans ce PAS des pavés sur le financement, la trésorerie, la projection à 5 ans, et je pense que sont des éléments essentiels. Alors nous, S'il a on déjà, demande forcément ouais, le pass. forcément le Ouais. PAS. Donc on va Oui, pas oui, parler ils Ok, vont toujours faire le pass. très bien. Donc c'est un incontournable, c'est le PAS. Voilà. Oui. Ce qui va être accompagné avec ce PAS, c'est le business model Canvas. Alors, je ne sais pas si tout le monde le connaît. Je vois des oui, je vois des non.
Le modèle Canvas, alors, c'est une formation à part entière hein, pour remplir ce document. Pour autant, pour l'appréhender de manière... Oui, il y a pas mal de personnes, oui, des noms, non, ok. Pour l'appréhender de manière globale, il se présente, il répond à 3 objectifs qui sont très structurants. C'est de comprendre, donc c'est pour le projet, hein, évidemment, pour une entreprise, et je vous inviterai à le faire vous pour vos entreprises. C'est très instructif et très intéressant. Ce sera joint aussi à cette restitution qui va permettre de challenger et d'amener le candidat à mieux présenter son projet parce qu'il en aura vu tous les contours. Alors, un modèle Canvas, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si c'est très net pour vous. En fait, il y a des blocs principaux. Donc, en tout, vous avez 9 blocs. Vous avez tout ce qui concerne l'activité. Je dirais que le bloc important qui coince souvent, c'est le quoi et pourquoi. À quoi correspond, en quoi votre offre a une valeur ajoutée, qu'est-ce qui la différencie de la concurrence et pourquoi votre client devrait acheter chez vous. Donc ça, quand on a répondu à cette question, je pense que c'est l'une des dernières à laquelle on répond souvent. C'est parce qu'on a déjà vu pas mal d'éléments à côté. Donc ça, ça va vous être donné. C'est un élément indispensable et vous verrez que quand vous le faites avec le candidat, tant que tout n'est pas rempli, ça veut dire que le projet n'est pas complètement questionné et n'est pas complètement bouclé. Il faut être en capacité de répondre à la question de combien ça coûte l'activité, combien ça rapporte cette activité, comment je vais chercher mes clients, où je vais les chercher, qui sont-ils, avec qui je vais travailler, sur quelles activités et avec quels actifs. Donc ça, c'est un élément super intéressant et super enrichissant. Donc, en présentiel, on vous pose la question de savoir qu'est-ce qui bloque les candidats dans ces rubriques. Voilà, et je vous ai un petit peu répondu. En général, c'est la partie centrale, c'est à quoi répond mon produit. Je vous donne un exemple de projet qui a pu être étudié. C'est un technicien ingénieur qui va trouver une super idée et qui voilà, il dit bah, tiens, voilà, j'ai développé du matériel qui permet de sulfater les vignes sans sulfater le champ d'à côté. Ok, mais est-ce que tu peux répondre à la question de qu'est-ce que ton produit a de supérieur, enfin de différenciation des autres et comment ton activité va apporter une vraie plus-value à tes clients? Tant que le candidat n'a pas répondu à ça, ça veut dire que le projet va avoir du mal à trouver son client et sa cible. Donc, vous voyez, c'est une question de cible aussi et cet outil est vraiment aidant. Donc, si on devait résumer l'usage de ce Canvas, ça permet de clarifier le modèle économique, de comprendre et de poser les questions pertinentes, et en même temps d'avoir une représentation visuelle de synthèse du projet avec ses principaux enjeux, de pouvoir aider le candidat à argumenter sur ses points de différenciation et des avantages concurrentiels de son modèle économique, de le traduire en mode processus et éventuellement de générer et d'explorer de nouvelles idées, puisque quand il va y avoir des cases vides, eh ben, il va falloir y répondre et ça va potentiellement amener d'autres questionnements. Le célèbre PASS, que donc vous allez avoir en connaissance, mais qui est vraiment rempli et alimenté par le candidat. Je dis ça parce qu'on peut avoir tendance à vouloir l'aider, à vouloir l'accompagner, selon les appétences des uns et des autres. C'est lui qui doit le rédiger et pour autant, il faut que vous ayez régulièrement une vue sur l'avancement de ce PASS pour pouvoir repérer effectivement quels sont
peut-être les items à questionner. Et là, c'est lors des rendez-vous dont on a parlé tout à l'heure, hein, les rendez-vous avec d'autres membres, que vous allez pouvoir re-questionner des points qui sont peut-être trop flous sur ce pass. Donc c'est un vrai support de travail qui permet aux candidats de renforcer le projet. Donc c'est un outil qui a été construit par des entrepreneurs. Donc ce sont des chefs d'entreprise comme vous qui ont permis de rédiger cet outil, ce pass, et qui va reprendre en fait l'essentiel du projet, questionner l'analyse externe, l'analyse interne, quels sont les axes de développement, quel est l'alignement opérationnel, comment le pilotage va se réaliser, présenter des éléments financiers et également des éléments juridiques quand il y a pacte d'associés, comment est réparti le capital social et comment est répartie la gouvernance en cas d'association. Donc, on dit ne pas l'envoyer brut au risque de perdre des candidats. Ça dépend de la méthode de chaque association. C'est aussi un moyen de, quand beaucoup de candidats se présentent avec des projets qui sont peu aboutis, ça lui permet quand même, je trouve, de positionner son projet en se disant, voilà, s'il y a 90% des rubriques que je ne peux pas renseigner, c'est que je n'ai pas suffisamment encore d'idées, de matière pour lancer une activité. Par retour d'expérience aussi, se passe, quoi qu'il arrive, encore une fois, que le candidat soit élu lauréat ou pas, c'est hyper structurant. C'est un outil qui est très structurant dans le projet pour les futurs entrepreneurs parce que ça va permettre aussi par expérience de lever les points sur lesquels il y aura dans l'avenir des sujets non traités ou à traiter ou qui sont difficiles. Sur des rubriques qui sont renseignées partiellement, qui sont un peu légères, on sait que de toute façon, on va les retrouver après dans la vie d'entreprise et il y aura des sujets sur cette thématique. Donc, c'est bien un outil d'accompagnement qui a été enrichi d'une partie d'impact. C'est simplement en fait une façon de se questionner et c'est pas. Alors, ça dépend encore une fois de la posture de chaque association, hein. Il y a des associations qui ne prennent que des projets qui ont un impact positif. Ce sont des rubriques qui sont intégrées dans le pass, donc qui font que le pass est un peu rallongé, hein, ça on l'admet, mais pour autant, voilà, ça permet aussi à l'entrepreneur, au contexte du monde actuel, de se positionner, à se dire sur chaque item, est-ce qu'il a un impact positif dans son domaine d'activité, sur la société et sur les personnes. Donc, c'est un moyen de sensibiliser les candidats aux défis sociaux et environnementaux. Et donc, ça se passe, Enrichi Impact se retrouve sur les outils Wikileaks que l'association, auquel l'association accède. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à tout ça? Un petit peu d'échange, de partage pour ceux qui ont déjà été chargés d'études, peut-être dire s'il y a des choses qui vous semblent à renforcer, à appuyer ou qui vous surprennent. Vous pouvez prendre le micro. Je vous ai perdu? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Bon, c'est Jérôme. J'ai relevé une chose assez fondamentale pour moi, c'est que tu me dis qu'on est sur un accompagnement pour la constitution d'un projet. Ce que je ne comprends pas, c'est que il me semblait qu'il fallait un projet pour passer en comité. C'est-à-dire que le candidat ait déjà construit un business plan. Sur ce que j'ai vu, tous les candidats que j'ai pu voir, alors j'en ai pas vu beaucoup, hein, étaient déjà venus avec une analyse de l'entreprise qu'ils rachetaient et un business plan associé. Or là, j'ai l'impression qu'il y a deux plans
un plan d'étude, c'est-à-dire qu'on intervient sur la mise en place d'un projet, d'accord? C'est j'ai une idée, comment je présente le projet, au comité et 2, j'ai un rachat d'entreprise avec une activité existante et j'expose mon projet de développement et c'est la première partie que je ne comprends pas. Parce qu'on est tous des chefs d'entreprise et on n'a pas forcément le temps de travailler un projet. Alors, quand on parle d'études de projet, on parle de regarder comment le projet a été construit par le candidat. On n'est pas on n'est pas effectivement un incubateur, donc on ne va pas l'accompagner à se dire: «Tiens, j'ai une idée, comment je vais la mettre en œuvre?» Justement, on n'est pas sur ce volet-là. On est sur un projet qui est censé déjà être bien avancé et c'est en ça que le PAS va nous faire, avoir cette vision détaillée. Comme je disais, si le PAS, il n'est pas possible d'être rempli à plus de 60 c'est qu'il y a voilà, le projet n'est peut-être pas suffisamment avancé et questionné. Donc ce PAS permet d'être un filtre, alors sachant que le premier filtre, il est quand même au niveau, de l'association puisque, c'est, quand vous allez être mobilisé pour, une étude, alors c'est l'étude de alors peut-être que dans le terme, c'est peut-être moins approprié qu'il n'y paraît. On est vraiment sur un questionnement de voilà, le candidat arrive, il a un projet, il a déjà travaillé dessus, il a un business plan, forcément qui est déjà écrit. C'est OK, très bien, tu as cette idée-là, tu vas arriver là-bas. Tu structures finalement ton entreprise pour arriver à faire que tu veux arriver là. Aujourd'hui, tu pars, tu as peut-être 0 ou 10 d'activité et tu vas arriver à, 500 000 € d'activité. Qu'est-ce que tu mets en place pour arriver à ça? Comment? Quels outils? Quelles personnes? Quelle, stratégie commerciale? Quelle, stratégie, de développement? Explique-moi tout ça, en fait. C'est de l'aider à formaliser, à concrétiser, en fait, la façon dont il va avancer. Et oui, vous pouvez avoir des projets qui existent déjà, enfin des entreprises qui existent déjà, qui ont déjà lancé leur activité et vous allez être en appui, sur le développement de ces entreprises. Pour autant, le PAS va vous aiguiller sur, peut-être des sujets qui ont été, peut-être pas suffisamment développés ou alors vous allez vous rendre compte qu'il y a 0 besoin parce que, tout est maîtrisé, tout est connu et tout est su. Mais c'est vraiment, ça sert à ça le PAS, ça va sert vraiment à c'est le curseur qui va vous indiquer, où on est le projet. Alors, je ne connais pas suffisamment, Occitanie-Méditerranée pour voir à quel moment vous prenez les dossiers, mais ça peut-être Amandine, peut préciser. Et le comité de sélection, à mon sens, est là pour, déjà déceler, la maturité et la temporalité, de ce projet et de voir à quel moment l'accompagnement réseau entreprendre est le plus pertinent. Parce qu'effectivement, hein, si on passe un projet en comité d'engagement, qui va commencer à générer du chiffre d'affaires dans 2 ans, quel va être l'intérêt d'accompagner le candidat pendant 2 ans alors qu'il n'aura pas vraiment à enfiler le costume de chef d'entreprise? Parce qu'il sera peut-être sur la de la R&D, parce qu'il sera peut-être et là, c'est l'association qui va dire: «On intègre ou pas le projet», c'est pas moi. Le PAS, il est fait pour accompagner les projets à diverses étapes de l'accompagnement. En Occitanie-Méditerranée, et là, peut-être que Amandine, tu peux nous préciser, vous intervenez peut-être à une étape où effectivement le Alors, projet est déjà, créé? oui, donc nous, en fait, le projet est déjà créé, où il y a déjà la reprise, de presque faite. Et le comité de sélection, c'est vraiment pour sélectionner la personne. Si on voit que c'est une personne accompagnable, on va pas vraiment regarder son projet à ce moment-là. Et après, on va passer en comité d'engagement et là, on va vraiment regarder le projet avec le PAS qui est rempli, quoi. Donc si j'entends bien, si je devais synthétiser, donc vous êtes vraiment sur la qualification de la personne. Il a quand même un projet, l'entreprise est déjà créée, donc ça veut dire qu'il est déjà en Oui, capacité de générer de l'activité, c'est ça. potentiellement et ça va être de Ouais. questionner comment il le fait. Est-ce que, l'accompagnement réseau entreprendre peut l'aider à mieux, se structurer, Oui, mieux se déployer, être mieux, commercialement, mmh. financièrement, dans les équipes et autres? Voilà, il est en fin de création, quoi, voire a déjà créé.
D'accord. De toute façon, le prêt d'honneur ne pourrait être attribué qu'à une entreprise qui a déjà été créée. Donc, C'est Jérôme, ça. ça répond à ta question. De toute manière, on ne peut pas accompagner un projet qui n'a pas de SIRET, qui n'a pas d'activité. Oui, c'est pour ça que je voulais avoir des précisions là-dessus, parce que, par exemple, on a eu un projet d'une start-up, hein, c'est-à-dire un couple qui voulait créer une collection de textiles, mais ça restait un projet. Et si tu veux, aujourd'hui, sur des projets qui sont certes sur des chiffres exponentiels, mais sans avoir un vrai business plan associé, ça me paraît difficile de mettre en place un début de passe. Et c'est dans ce sens-là où, si tu veux, je ne comprenais pas très très bien le slide en question. Car à mon avis, c'est peut-être pas forcément le rôle qu'on s'est fixé, nous, en tous les Mm. cas, dans le Gard. Bah, tu fais une Je me super trompe? transition avec la suite, c'est qu'on va parler des éléments financiers, justement. Merci, Jérôme. Donc, dans les grandes masses, hein, ce qu'on va attendre de la part du candidat, c'est qu'il ait déjà réfléchi à quel sera son compte de résultat prévisionnel, d'avoir un prévisionnel de bilan, d'avoir un plan de financement qui est construit et d'avoir un plan de trésorerie. Alors, ça doit répondre à ta question, Jérôme. Ça, ce sont des éléments qui vont être questionnés et essentiels à l'étude du projet. Pourquoi? Parce que ce sont des projets qui sont accompagnés par Réseau Entreprendre financièrement, parce qu'ils ont aussi un accompagnement financier secondaire, je dirais presque tertiaire, parce qu'il y a la base de l'apport personnel. Là, le besoin de financement, c'est souvent un prêt bancaire, hein, essentiellement d'ailleurs, et ensuite l'accompagnement financier Réseau Entreprendre. Donc, c'est 3 piliers, hein, l'apport personnel, l'apport financier bancaire et l'apport Réseau Entreprendre. Donc, si je reprends à la base, si un projet a pour ambition une entreprise a pour ambition de générer 5 emplois à 3 ans, il y a un minimum de démarrage qui va être essentiel. C'est globalement, première année, il a un minimum de besoin de 70 000 € pour démarrer. C'est à peu près la moyenne, étudiée dans tous les projets Réseau Entreprendre, hein, vraiment la moyenne basse. Donc ça veut dire que quand il va nous présenter son projet, son entreprise, il va falloir qu'il explique à quoi va servir le besoin financier. En face de ça, comment l'entreprise va gagner de l'argent, quels sont les risques et les variables d'ajustement et quel est le minimum mensuel, enfin, qu'est-ce qui va être utilisé tous les mois, qu'est-ce qui va être consommé et qui est essentiel, en fait, qui va devoir apparaître dans le plan de trésorerie. Et quand il va aller voir un partenaire bancaire avec son dossier, souvent c'est avec un PAS, et le PAS est souvent reconnu. Alors, il y a des partenaires bancaires ici, hein, ils peuvent intervenir. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est souvent des éléments qui sont, encore une fois, comme je dis, très structurants. Deux retours de banque qui ont pu être faits, c'est la façon dont le PAS est construit, et si les éléments financiers dans le PAS sont bien renseignés. Voilà, en général, ça montre que ça a été bien réfléchi, bien questionné. Et c'est là que vous allez pouvoir avoir aussi un regard à vérifier que ce ne sont pas des chiffres qui ont été juste posés par l'expert comptable. Petite aparté là-dessus. C'est hyper essentiel de le questionner, parce que il n'est pas rare d'avoir des candidats qui disent: «Ah ben ça, je ne sais pas, de toute façon, moi j'ai dit que je voulais faire 500 000 € de chiffre d'affaires à la fin de l'année, et du coup mon expert comptable a construit un plan de financement à regard de ça». Super, peut-être tu les feras, du coup explique-moi comment tu vas les structurer, comment tu vas arriver à avoir 500 000 € en fin d'année. Est-ce que tu as une seule personne dans ton effectif pour faire ça? Combien tu as de clients? Quels sont tes clients, et cetera? Donc tout ça, c'est lié, en fait. La partie financière va forcément être, même si vous n'êtes pas des experts en finance, il y a juste aussi une logique dans la présentation de ces projections
et de ce prévisionnel financier. Quand vous avez des prévisionnels financiers où vous avez un gros chiffre d'affaires et juste un salarié, ça se questionne quand même. Donc c'est un petit peu de bon sens et de logique, mais ça, c'est des outils qui sont dans le PAS et qui font obligatoirement devoir être renseignés. Que ce soit, pour revenir dessus, hein, le plan de financement obligatoire, un plan de trésorerie obligatoire et un prévisionnel de bilan obligatoire. Ça permet de questionner le projet jusqu'au bout. Donc ça, ce sont des éléments essentiels. On va passer, on va pas voir le temps. Donc en fait, on est sur aussi un moyen de déterminer quel va être le montant de prêt d'honneur, parce qu'il y aura un besoin qui va être précisé, qui va être détaillé, à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça va apporter, de quoi j'ai besoin dans mon entreprise. Et quels sont aussi le plan de financement. Il y a une question à poser qui est très importante. Souvent, le besoin est très sous-évalué, enfin, très souvent sous-évalué par rapport à la réalité de la vie de l'entreprise. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont déjà été chargés d'études et qui ont pu suivre les projets un peu sur un plus long terme. De façon très régulière, on a des candidats qui disent moi, je vais faire une demande de prêt bancaire pour les 2 premières années, puis après, je reviendrai le voir. Alors, encore une fois, s'il y a des banquiers ici, merci d'intervenir. Je pense que dans la pratique, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Aussi se dire que Réseau Entreprendre peut éventuellement financer des postes, en tout cas apporter des renforts sur des postes qui ne sont pas portés par les banques. Une banque, de façon générale, ne va pas financer des charges de personnel. Ou alors, il faut que ce soit vraiment très motivé. Du coup, Réseau Entreprendre va servir à ça, enfin, en tout cas, va pouvoir appuyer, aider à démarrer le projet sur ces points-là. Donc, les grosses questions à poser, c'est est-ce que le besoin financier est suffisamment évalué? Et si jamais votre plan A en tant que chef d'entreprise ne se réalise pas, quel est votre plan B? Et de prévoir toujours une marge de sécurité entre ce qu'ils ont prévu sur un plan de financement qui est sur 1 an. S'ils disent voilà, moi j'ai un plan de trésorerie, il est pile poil là sur l'année, ça risque d'être très compliqué parce que vous savez tous que la réalité du terrain elle est complètement différente et que il y aura besoin d'avoir une marge de manœuvre plus importante. Et ça, c'est des questions qu'il va falloir lui poser et appuyer sur le fait que le financement est un point très important. Donc oui, effectivement, sans plan de financement bien structuré et sans projection, Réseau Entreprendre ne va pas s'engager, ne va pas accompagner. Et ce n'est pas à vous de le faire. Encore une fois, même si c'est très clair, c'est bien au candidat de le faire, de bien maîtriser ses chiffres, de savoir répondre à la question, mais pourquoi tu as une ligne, ouais, en particulier dans le contexte actuel, oui. Pourquoi tu as une ligne de charge de personnel à 100 000 € et tu as 6 salariés prévus? C'est des choses qui arrivent, hein, donc c'est de regarder une certaine, sans être un expert en chiffres, de regarder, qu'il y ait une cohérence dans ces chiffres. C'est ce qui est attendu de votre côté. Et vous n'êtes pas des experts. Pour certains, oui, et pour d'autres, non. C'est juste en regardant combien de personnes sont prévues dans l'entreprise, quel chiffre d'affaires qui va être généré, quels sont finalement les investissements. Est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans? Et s'il n'y a pas de cohérence, c'est questionner le candidat. Et là, vous allez très rapidement voir si les chiffres, c'est lui qui les a construits, les a réfléchis, ou si c'est posé par un expert comptable. Et puis après, ça a été retravaillé par le candidat parce qu'il fallait améliorer un peu le truc. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Ou c'était déjà très clair? Ouais, j'en ai un peu parlé, mais effectivement, le BFR, et encore une fois, ça va être en fonction du secteur d'activité, il va être super important à questionner. Selon les activités, vous allez avoir des dates de règlement de facture qui vont être plus ou moins longues. Quand vous avez des entreprises qui vont travailler, ils se disent: «Ouais, nous, on va travailler avec le public». Moi, j'ai eu le cas sur Aquitaine. Le BFR, il est énorme, en fait. Quand vous avez des règlements qui interviennent à 6 mois annoncés et 1 an en réel, il faut forcément avoir les reins solides et prévoir, anticiper ça. Donc ça aussi,
c'est de votre connaissance générale à vous des secteurs d'activité. Et si vous vous sentez en besoin d'appui sur le sujet, c'est de l'orienter vers un membre qui a, dans les rendez-vous, hein, encore une fois, les rendez-vous membres sont essentiels dans cette phase de questionnement. C'est de l'orienter vers un membre qui a vécu des expériences voilà, de besoin de trésorerie ou des expériences qui a une connaissance du secteur d'activité en particulier et sur qui vous allez orienter le candidat en disant mais tiens, est-ce que tu veux bien regarder je sais pas, moi je ne suis pas expert là-dessus et est-ce que toi ça te semble cohérent et sinon bah, qu'est-ce que tu peux voilà quel regard tu peux avoir sur le sujet. Voilà, donc on est sur de BFR et ça va être peut-être alors c'est très important pour les entreprises en démarrage et alors est très 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 important pour les entreprises en croissance. Combien d'entreprises on a vu avoir un envol fulgurant et se casser la figure parce qu'il y avait plus de sous dans la caisse et que, excusez-moi du langage, hein, mais qui n'avait pas suffisamment réfléchi aux besoins de fonds de roulement et la capacité de financer la croissance. Et ça, c'est des éléments qui sont super importants et très essentiels sur la sécurisation de la vie de l'entreprise. Et quelques petits éléments clés. Effectivement, quand vous avez un chiffre d'affaires qui explose en année N plus 1, N plus 2, on l'a vu hein, encore une fois, hein, périmètre constant, équipe constante, etc. Le chiffre d'affaires est double l'année suivante. Bah, comment, pourquoi, il faut le questionner. Dans le modèle de revenus, on peut avoir des choses très calées. Hein. On a des outils notamment en Excel de prévisionnel qui est super bien fait, c'est le FISI. Ce sera aussi un outil qu'on pourra vous donner, juste pour curiosité. Qui permet en fait, de construire son chiffre d'affaires en fonction de je vends le produit tant, il me coûte tant, etc. OK, et ça se questionne. Tu as mis, voilà, est-ce que tu peux juste m'expliquer comment tu construis en fait ton chiffre d'affaires et donc la rentabilité de ton produit? Est-ce que tu peux m'expliquer, tu l'achètes combien tu le vends? C'est des questions juste pragmatiques, juste pour le questionner sur la façon dont il a vraiment rédigé son prévisionnel. Donc effectivement, des moyens qui ne suivent pas la croissance, ce qui a été dit il y a 2 minutes, donc le BFR et d'avoir effectivement un plan de financement très fantaisiste. On a de plus en plus d'entreprises, on va dire un peu traditionnelles, qui se lancent dans des levées de fonds ou dans des financements participatifs. Une levée de fonds, ça ne se fait pas en 3 mois ou en 6 mois. Donc, si déjà sur votre plan de financement, enfin le plan de financement, pas le vôtre, hein, celui du candidat, vous voyez une levée de fonds, il vient vous voir en mars, j'ai une levée de fonds en septembre. Super, est-ce que tu as déjà des lettres d'engagement? Est-ce que tu as des. Voilà, comment. Le délai n'est pas tenable. Enfin, moi, j'en ai pas vu en 6 mois. Si vous en avez vu, tant mieux, il faut nous donner le tuyau. Mais sinon, effectivement, c'est rarement comme ça, quoi. Donc déjà ça, sur un plan de financement, vous voyez la case levée de fonds ou subvention ou autre, il faut vraiment questionner la temporalité de cette ligne et la réalité. Voilà, est-ce que ça paraît cohérent ou pas? Et puis, une recommandation, c'est OK, super, tu as fait un super business plan, voilà, ta projection est chouette. Donne-nous une autre vision. Si ça ne marche pas, si tu as, pour le questionner, voilà, ton projet prend 6 mois de retard, comment tu gères? Tu as 6 mois de retard parce que tu as pas recruté les personnes, parce que ton fournisseur s'est planté, parce que, et on était loin d'imaginer ça avec les crises qu'on connaît. Mais c'est, je pense, encore plus important aujourd'hui de questionner ça, de dire donne-nous une version worst case sur ton projet. Voilà, ton pire scénario, c'est quoi et comment tu y réponds? Et un point, je ne sais pas si vous avez beaucoup de start-up ou de projets innovants. C'est compliqué, peut-être plus compliqué et avec une vigilance un peu particulière, c'est qu'en fait, souvent, il n'y a pas d'historique sur le marché pour aller construire un chiffre d'affaires. Donc, vous n'aurez pas beaucoup de points d'accroche pour aller comparer
du chiffre d'affaires qui pourrait être généré sur un produit qui n'existe pas ou sur un service qui n'existe pas. Donc ça, c'est juste à avoir en tête. Vous avez pas, il n'y a pas de réponse à apporter dessus, mais c'est de se dire qu'effectivement, c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas et c'est pas pour autant que c'est pas réaliste. C'est juste que c'est plus compliqué d'aller se questionner là-dessus. On a souvent des porteurs de projets effectivement qui sont très enthousiastes et forcément le produit va marcher. Raccrochez-vous au canvas, client, cible, chiffre d'affaires, etc. Ça va vous permettre de poser les choses. Mon PowerPoint, il avance tout seul. Donc, encore une fois, si il y a une levée de fonds, donc calcul du prix-vente de la marge, on en a parlé. La levée de fonds, c'est au-delà de la temporalité, c'est extrêmement chronophage dans une entreprise. Donc, s'il y a une levée de fonds qui est prévue, il faut se dire que le temps de la levée de fonds, ça dure, tous ceux qui ont besoin d'en réaliser une, c'est 3, 4 mois, 5 mois qui est dédié quasiment qu'à ça. Et pendant ce temps-là, l'activité, elle est un peu en suspens. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Au contrario, il y a des projets qui arrivent qui ont déjà plein de bourses, de subventions, qui démarrent avec beaucoup d'argent et qui, du coup, ça enflamme un peu les cerveaux par moment. C'est de vraiment d'anticiper ça et de dire, OK, tu sais bien, tu as une bonne base de démarrage, mais il faut tout de suite penser à l'après et comment ça va être financé et quels sont aussi les plans B s'il y a encore du retard sur ces financements. Et effectivement, il y a souvent une masse salariale qui est très importante et qui est financée au démarrage par ces subventions, mais qui vont consommer énormément de cash sur les premières années. Et puis alors, on dit qu'il y a un retard dans la R&D la plupart du temps, c'est quasiment 100% du temps, quoi. Donc ça, c'est aussi des éléments à avoir en tête, à regarder de façon précise. Alors, ce qui est valable pour les startups, voilà, il y a des particularités, levée de fonds, mais encore une fois, il y a des entreprises un peu plus traditionnelles qui vont chercher des investisseurs. Et tout à l'heure, un point aussi, c'est dans le questionnement que vous aurez avec ces candidats, si à un moment donné, ils vous parlent d'avoir des associés ou de faire intervenir de tierces personnes, des financeurs, des investisseurs, il faut les questionner sur ceux qu'ils sont prêts à laisser et à donner en contrepartie. Ça, je pense, c'est une notion super essentielle qu'il faut qu'ils aient en tête. Parce que certains arrivent avec des idées toutes faites. Voilà, mon entreprise, je vais la créer, va valoir 500 000 € ou 1 million d'euros dans un an. Du coup, je vais pouvoir donner des parts. Il va forcément être dilué. Chiffre d'affaires, bon, déjà, il faut le tenir. Et s'il le tient, tant mieux. Mais il va forcément être dilué. C'est déjà le questionner sur c'est ton idée, c'est ton entreprise. Qu'est-ce que tu es prêt à céder de ton entreprise pour avoir des investisseurs dans ta boîte? C'est valable un petit peu pour tous. Et quand vous avez des candidats qui sont associés, il existe aussi un outil, Amandine, si tu l'as pas, tu me le demanderas, je te le donnerai, qui permet, que vous pouvez donner aux candidats qui leur permettent de se questionner sur leur relation d'associés. C'est un petit peu de dire, OK, on va faire un contrat d'associés, un pacte d'associés. Certaines associations, le pacte d'associés est obligatoire pour le passage en comité d'engagement. Amandine, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Non, c'est pas obligatoire, pas mais obligatoire. souvent on leur demande de le faire dans les conditions du versement du prêt. Fortement recommandé. Ouais. Et j'ai pas le document dont tu me parles. Je vais te l'envoyer. C'est un outil très simple en tableau Excel qui permet aux associés de questionner leur vue, leur projection de l'entreprise à divers moments et de voir s'ils sont vraiment alignés déjà au démarrage. Et s'ils ne le sont pas, qui va à quel moment, s'il y a un souci, qui va être décisionnaire, est-ce qu'il y a une tierce personne qui doit intervenir, etc. Et c'est hyper aidant pour construire aussi un pacte d'associés. Donc ça, je vais te l'adresser, Amandine. Et enfin, il y a quelques spécificités, tu vois, Jérôme, tu parlais de reprises, sur lesquelles il faut être attentif, ou dans une création ou dans une reprise, et c'est très particulier sur les reprises. Quand vous avez un portefeuille client qui est très concentré, vous avez 80% du chiffre d'affaires qui se fait avec une seule entité, c'est un gros risque. Donc c'est pareil, ce sont des éléments clés à questionner dans la répartition du chiffre d'affaires et des ressources.
Dans les reprises aussi, il faut être très vigilant à la place qu'occupait le dirigeant qui s'en va. Est-ce que les clients venaient pour lui ou parce qu'il y a des qualités vraiment dans l'entreprise? On sait tous que la qualité du dirigeant fait aller 50% du job. Donc c'est aussi une notion que le candidat à la reprise doit avoir en tête. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de reprises, encore une fois, et si c'est un sujet, mais vous en aurez, hein, a priori vous en avez. C'est des sujets hyper importants parce que une reprise peut être peut très bien se passer, comme elle peut être très mise à risque sur voilà, sur des éléments non chiffrés que vous allez devoir questionner. Et autant un portefeuille client, on peut le chiffrer, autant la personnalité du dirigeant qui s'en va et ce qui va embarquer avec lui, il faut essayer autant que faire se peut de le mesurer. C'est questionner le candidat à la reprise sur, bah, voilà, est-ce que vous avez eu des temps avec les principaux clients, avec le cédant? Est-ce qu'il a prévu de vous accompagner? Combien de temps? Et quels sont ses engagements vis-à-vis de ça? Est-ce qu'il s'engage à ne pas reconstruire la même entreprise 1 kilomètre plus loin? C'est du vécu. Euh, Donc, c'est des questions voilà, qu'il faut mettre sur le tapis et peut-être quand, Amandine, tu me dis que ce sont des candidats à la reprise qui ont déjà repris, c'est de voir à quel moment Réseau Entreprendre intervient pour voir à quel moment il y a encore possibilité d'agir sur cette reprise et de refaire se questionner le candidat. Ils n'ont pas forcément déjà repris, mais tout est Ouais, ficelé. Ils savent l'entreprise qu'ils vont reprendre. ouais, Et voilà. Après, des fois, ça arrive qu'au final, ça ne se fasse pas. ouais, ok. Donc, il y a encore a priori possibilité d'apporter des éléments d'éclairage à la reprise. Oui. Très bien. Donc voilà, c'est là que vous allez avoir une plus-value par rapport à des personnes qui ne sont pas accompagnées par réseau. C'est votre regard externe, donc vous allez pouvoir questionner ces aspects. Encore une fois, le support vous l'aura à disposition de ça. Et puis, savoir en tête aussi, on parle de différence de salaire du repreneur avec l'ancien dirigeant. Il faut avoir aussi à l'esprit qu'il y a un prêt, Réseau Entreprendre, et que ce prêt, il va falloir le rembourser sur finalement l'activité qui va être générée, puisque l'entrepreneur est censé se dégager des revenus de son activité. Et souvent, ce qu'on peut constater, c'est que un créateur ou un repreneur va se rémunérer sur sur ses ressources Pôle emploi ou des ressources personnelles qu'il avait, en se disant bah non, la première année je ne me rémunère pas pour mieux démarrer et autres. Je suis pas sûre, enfin, c'est pas forcément le bon calcul. Il faut en tout cas bien le faire réfléchir à ça. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait un entourage personnel, enfin des appuis personnels qui soient super solides. Parce qu'encore une fois, la temporalité, on verra qu'elle a des incidences et que un beau prévisionnel n'est pas la réalité. Et que la rémunération il faut qu'il se rémunère, il se lance sur une activité, il a besoin de se rémunérer. Au-delà du prêt qu'il va falloir qu'il rembourse, il faut qu'il puisse lui dégager de la rentabilité et bien voir en quoi le salaire du cédant a été tellement plus important que le repreneur, ou au contraire, il y avait des choses un peu cachées, il y avait d'autres avantages non vus euh, qu'utilisait l'ancien dirigeant. Et puis, il y a effectivement l'impact de la dette senior sur les reprises, qui oblige un petit peu à avoir des résultats qui soient très, très positifs, au moins sur la deuxième année. Bon, l'enjeu RSE Impact, il est à questionner, c'est pas forcément essentiel, mais au regard de l'actualité, je pense que c'est des sujets qui vont être de plus en plus présents. Et oui, parce que je parlais du prêt d'honneur, juste un petit aparté. Ah non, c'est pas ça. Ouais, ça passe tout seul, mon Non. diapo. Le prêt, en fait, petit élément technique, mais qui est important à connaître, c'est qu'en fait, le remboursement du prêt se fait à titre personnel, donc le lauréat, c'est lui qui va rembourser sur ses deniers personnels. Pour autant,
l'argent qui est prêté au lauréat est fait pour une activité professionnelle, donc il est tenu d'engager cette somme sur l'entreprise, qui à 90% du temps est mise sur un compte courant d'associé et qui permet d'avoir effectivement de la trésorerie, des liquidités. Pour autant, il faut que cette somme est censée être bloquée en compte courant d'associé à concurrence du remboursement du prêt d'honneur. Pour être très clair, ça veut dire que cette somme, c'est le lauréat qui le prête à l'entreprise, qui la prête à l'entreprise. L'entreprise lui doit, donc il faut qu'il y ait... ça, c'est plus de la ressource de l'association, mais vous allez voir pourquoi j'en parle après. Donc, il est vérifié que cette somme-là est bien bloquée en compte courant d'associé à concurrence du remboursement. Et tout ça, pourquoi? Pour dire que le lauréat va se rembourser donc sur de ce compte-là et ça ne va pas passer par le salaire. Donc, c'est quand même un élément important parce qu'il y aura, du coup, il n'y aura pas de charge. C'est une particularité qu'il y a sur ce prêt. D'où la convention entre l'entreprise et le lauréat de blocage en compte courant d'associé à concurrence du remboursement du prêt. Cette somme lui est due et c'est des choses qui seront vérifiées par l'association tous les ans dans les bilans pour vérifier que cette somme est toujours bien bloquée sur le compte courant d'associé. Et tout ça pour dire qu'effectivement, dans la rémunération du dirigeant, sa rémunération, elle est soumise souvent à cotisation, mais le remboursement du prêt, non. Voilà. C'est une notion comptable à avoir un petit peu en tête pour dire sur le plan de financement aussi, voir comment c'est traité. Sinon, ça fait des charges supplémentaires, ça demande une rémunération supplémentaire, alors qu'il n'y a pas du tout lieu d'avoir à actionner ce levier de ressources de salaire supplémentaire, de rémunération supplémentaire, parce que c'est une ligne comptable finalement qui bouge. Et enfin, quelques idées, je vous laisse les lire. Pour terminer rapidement sur la note de synthèse, en fait, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais pour le rappeler, c'est ce qui va servir de support avant le comité d'engagement. Donc, il va questionner un peu 3 grands items. Donc, il va questionner la partie de la personne qui est accompagnée, donc l'homme, l'équipe, comment est structurée l'équipe, qui est le porteur de projet et comment il aborde aussi son accompagnement auprès de Réseau Entreprendre. Donc, est-ce que il est bien en adéquation avec le projet? Et ça, même s'il y a un questionnement qui est fait à la base avec le comité de sélection de l'association, c'est des choses qui peuvent évoluer de façon positive ou négative durant l'accompagnement, qu'il vous faudra questionner et noter sur la note de synthèse. Et qui va amener à la deuxième, donc l'adéquation de projet, c'est la capacité du candidat à être accompagné. Est-ce qu'il va être à l'écoute? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il va être preneur des remarques? On peut voir certains candidats qui sont peu réceptifs ou qui prennent mal en disant mais non, mais oui, mais, et qui n'écoutent pas, enfin en tout cas qui ne sont pas réceptifs. Et traditionnellement, on les retrouve en comité d'engagement avec des réponses assez toutes faites au comité et ça peut amener à des comités négatifs. Et ce qui va être super important finalement, c'est votre avis en tant que chargé d'études. Sur lesquels vous allez pouvoir porter à l'attention du comité d'engagement certains points qui vous paraissent essentiels à noter. Alors, l'intervention du chargé d'études en comité d'engagement, elle est simple, c'est la qualité d'accompagnement en amont. Et elle est sur des éléments qui ne sont pas forcément écrits sur le PAS. Ça peut être
qu'un candidat qui se présente tout seul est venu vous voir au démarrage avec un associé et finalement, au cours de l'accompagnement à l'amont, il y a des choses qui sont défaites ou au contraire des choses qui sont faites et qui finalement ont intégré un nouvel associé. C'est des éléments qui sont importants de porter à la connaissance du comité d'engagement dans l'évolution de l'organisation et de la pensée du candidat. Donc, c'est des éléments que vous pouvez vraiment apporter en complément de tout le PAS qui est déjà écrit. Donc ça, une note qui est, voilà, qui est assez cadrée, avec les avis recueillis avec les membres qui ont eu les rendez-vous. Donc, Amandine, vous, c'est combien de rendez-vous, membres en amont? Je ne sais pas exactement. Alors, en général, la moyenne, c'est 4 rendez-vous. Les rendez-vous amont sont quand on parlait tout à l'heure d'équipe, vous êtes une équipe de membres qui allaient questionner le projet. C'est vous et 4 autres membres de l'association vers lesquels vous allez orienter le candidat en appui de l'association et qui vont challenger le projet avec vous. Et ces avis de membres, donc suite à ces rendez-vous, vont être synthétisés sur la note de synthèse pour le comité d'engagement. Donc ça, c'est des choses qui ont été dites, c'est synthétisé, vous aurez un rappel sur la synthèse. Et donc là, on arrive, je vous rassure, on arrive au bout. Le comité d'engagement, en fait, il est mandaté par le conseil d'administration pour engager l'association et humainement et financièrement sur l'accompagnement des futurs lauréats. Donc, lui, le comité d'engagement, ce dont il a besoin, et peut-être vous avez déjà fait partie d'un comité où on ferait partie à un moment donné, leur mission, c'est de s'assurer que l'accompagnement humain et financier est bien fléché et bien approprié aux candidats que vous souhaitez accompagner aux futurs lauréats. Donc la note de synthèse va servir à ça et le comité d'engagement va permettre, en complément de tout ce parcours amont, de questionner le candidat sur d'autres points ou aller creuser un peu plus des points essentiels. C'est le président de comité qui est garant du bon déroulement et qui doit s'assurer que toutes les questions ont été posées. Pour rappel, la règle de décision, la règle est unanime. Tout à l'heure, on parlait de confidentialité. Tout ce qui est dit pendant le comité d'engagement, alors oui, évidemment, c'est évident sur le projet, hein, ça ne doit pas sortir du comité. Et au-delà de ça, tous les échanges qu'il y a pendant le comité d'engagement doivent rester confidentiels. Pourquoi? Parce que si au cours du comité, un seul de vous dit bah non, moi le projet, je vote non et voilà, vous avez de bonnes raisons de le faire, hein, ça sert à ça, les comités, il faut que ce soit unanime et s'il y en a un qui ne souhaite pas donner suite, c'est respecté. Pour autant, il n'est pas question que le candidat sache quel membre a refusé le projet. Alors, ça peut paraître évident, mais en tant que chargé d'études, on peut des fois dire, bah tiens, le candidat peut vous dire, ah bah oui, j'ai été refusé, j'ai bien vu qu'un tel, il me regardait bizarre ou m'a posé une question bizarre. Et vous, en tant que chargé d'études, ce n'est pas votre rôle de dire, c'est la décision unanime du comité d'engagement. Donc c'est le non est général, quand vous ferez la synthèse du comité au candidat. Et puis, si le comité est positif, il peut quand même être assorti de conditions particulières qui s'appellent les conditions SMART. Donc, c'est spécifique, mesurable, atteignable et réaliste dans le temps. Ça peut être un point d'éclaircissement sur le projet. Ça peut être, bah non, finalement, on exige qu'il y ait un pacte d'associés. Ça peut être, bah OK, on a relevé de toutes les questions qui ont un comité d'engagement, on a quand même relevé un point, par exemple, sur je prends l'exemple d'une reprise, il y a un fournisseur principal et puis dans l'assemblée, un membre a une information à donner, il dit bah, tiens, ce serait quand même essentiel de vérifier que ce fournisseur est bien solvable. Je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut faire partie des conditions SMART, à dire oui, le comité donne son accord à accompagner le lauréat si cette question qui a été posée est levée. Donc vous pouvez statuer un comité en disant oui, sous réserve que. Mais il faut que ce soit bien une condition SMART.
Et donc, le rôle de président dont on a parlé, donc c'est d'organiser et diriger les débats. Donc, c'est d'être garant du bon déroulé du processus de décision. Et vous, enfin, pour un peu terminer, vous avez votre rôle, en fait, chargé d'études, c'est d'aider le comité d'engagement à répondre à ces questions dans l'accompagnement que vous aurez eu en amont. D'aider le comité à répondre aux 4 questions que vous connaissez tous, essentielles. C'est est-ce que le porteur de projet vous semble à présent posséder ou être capable d'acquérir les qualités d'un chef d'entreprise avec l'accompagnement Réseau Entreprendre? Est-ce que le projet semble viable ou susceptible de le devenir dès à présent? Et est-ce que le candidat est-il légitime pour porter ce projet et est-il accompagnable? Si vous, déjà, quand vous êtes chargé d'études, vous avez des doutes sur ces questions-là, je pense que le comité les aura aussi. Et pour autant, voilà, vous n'êtes pas responsable de la décision du comité. Votre travail, hein, enfin votre travail entre guillemets, hein, ça va être d'amener le candidat à pouvoir répondre à rassurer le comité d'engagement sur la réponse à ces questions. Mais vraiment, un aspect technique, le montant du prêt d'honneur ne doit pas être re-questionné pendant le comité d'engagement. Ça, c'est la règle nationale. Je ne sais pas si c'est le cas. Je ne crois pas. Amandine? Le prêt d'honneur est bien validé avant le comité d'engagement, en tout cas le montant. Avant, entre eux, mais c'est le comité d'engagement qui le valide. Oui, qui valide, mais il ne doit pas être remis en question si s'est présenté en comité un prêt de 30 000 €, le comité ne doit pas remettre en question ce prêt. Parce que justement, l'étude en amont a permis de dire que c'était le bon montant et l'association a dit OK sur le principe. Oui. Le comité d'engagement valide le passage en statut de lauréat, donc l'accompagnement, et valide effectivement le fait d'appuyer sur le bouton et dire oui, on valide l'ensemble, l'accompagnement du candidat et le prêt. Oui, oui. Voilà, donc il est 13h52. C'était très synthétique, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et j'ai dit à Amandine que quoi qu'il arrive, on pourrait faire une vraie formation plus importante, à revenir plus sur le Canva et sur d'autres outils. C'est une façon générale de vous présenter l'accompagnement. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des questions, on a encore le temps, hein. Au regard de vos attentes de démarrage, est-ce que ça a répondu déjà à vos questions? Vous savez, les 10 secondes que je vous ai laissées pour vous questionner. Coralie, je m'appelle Maxime, donc du coup, Oui. je merci pour la visio d'aujourd'hui. Pour moi, c'est ma première visio avec le réseau Entreprendre, puisque je suis récemment membre de Réseau Entreprendre Occitanie, du côté de Narbonne. J'avais une question. Les fonds du coup qui sont donnés à ces lauréats, donc ceux qui obtiennent les prêts, donc c'est par l'intermédiaire de BPI France, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors, il y a un fonds associatif de prêt d'honneur qui est constitué par des ressources, soit qui étaient issues de subventions, mais plus majoritairement de prêts bancaires dans l'association. Donc ça, c'est le prêt d'honneur Réseau Entreprendre. Voilà, ce sont des fonds associatifs, des fonds propres de prêt d'honneur. Le complément B, alors il y a 2 choses. BPI, c'est la garantie sur ces fonds-là. On a une convention nationale entre la fédération et BPI France qui nous permet d'avoir une garantie de 40 à 70% sur les prêts qu'on octroie en cas de défaillance. Donc ça permet vraiment d'accompagner le maximum d'entrepreneurs dans leur aventure. Et à côté de ça, il y a un fonds qui existe depuis 2021 avec BPI aussi, qui vient apporter un complément de prêt
Mais là, du coup, aussi sous forme de prêt d'honneur aux candidats, aux lauréats, accompagnés par des réseaux type Initiative, Réseau Entreprendre, BGE et j'en oublie un. Voilà. Ok, d'accord. Merci.